Dans cette vidéo, nous allons décrire les différentes formes d'énergie, ainsi que les conversions énergétiques, c'est-à-dire les processus qui permettent de passer d'une forme d'énergie à une autre. Alors, on peut se demander quel est l'intérêt de faire une conversion énergétique. En général, nous avons besoin de réaliser des actions, comme s'éclairer, se chauffer, se déplacer, c'est-à-dire que nous avons besoin d'énergie sous une certaine forme. Or, dans la nature, l'énergie se présente sous d'autres formes stockées dans des réservoirs, comme le charbon, le pétrole, le soleil. Et ils ne sont pas directement exploitables. De plus, l'énergie ne se trouve pas toujours là où on en a besoin. C'est pourquoi il faut la transporter et la convertir pour pouvoir l'utiliser plus facilement. Toutes les conversions énergétiques nécessitent un certain temps pour se réaliser et entraînent des pertes. L'efficacité de la conversion va donc être caractérisée par deux paramètres, le rendement qui quantifie les pertes et la puissance qui quantifie la rapidité de la conversion. Alors, on a vu dans la vidéo précédente que l'énergie était un nombre exprimé en joules qu'on pouvait calculer à partir de paramètres physiques décrivant un système. Il est possible d'associer ce nombre à des transformations physiques très différentes telles que, par exemple, l'augmentation de la température, le changement d'état d'un corps pur ou l'accélération d'un objet mobile, etc. Les formules mathématiques qu'on utilise pour calculer l'énergie vont donc dépendre du phénomène considéré, ainsi que des paramètres qui varient au cours de ce phénomène. On va donc parler de formes d'énergie pour distinguer les différents contextes dans lesquels cette énergie est calculée. Par exemple, lorsqu'on étudie un objet en mouvement, les paramètres qui nous intéressent sont la position ou la vitesse. L'énergie qu'on calcule à partir de ces paramètres du mouvement est alors appelée énergie mécanique. Lorsqu'on étudie un changement de température, l'énergie mise en jeu est appelée énergie thermique et son calcul fait appel à une autre formule mathématique où c'est la température qui intervient. Quand elle est associée aux paramètres d'un rayonnement lumineux comme la longueur d'onde ou la fréquence du rayonnement, il s'agit d'énergie lumineuse. Si maintenant la transformation met en jeu une réaction chimique, on parlera d'énergie chimique, etc. Donc voilà, lorsque deux systèmes interagissent, il est possible de décrire la transformation qui se produit non pas seulement en termes de force et d'interaction, mais également en termes de conversion énergétique. C'est-à-dire qu'il se produit une transformation d'une forme d'énergie à une autre forme d'énergie. Prenons l'exemple d'un panneau solaire qui reçoit des rayonnements lumineux. Les photons provenant du soleil vont interagir avec les électrons des atomes du panneau solaire. Et suite à cette interaction, les électrons vont être mis en mouvement, créant un courant électrique. Ce phénomène peut être décrit par une conversion de l'énergie lumineuse, donc associée aux photons, en énergie électrique, donc associée au courant électrique dans le circuit. Le panneau solaire va être appelé un convertisseur, car c'est ce dispositif qui permet à l'interaction entre les photons et les électrons de se réaliser, et donc à la conversion énergétique de se produire. Par ailleurs, on constate toujours que le panneau solaire se réchauffe au cours de ce processus. Donc, cela signifie que de l'énergie thermique est également apparue. Lorsqu'on calcule l'énergie lumineuse qui arrive sur le panneau, qu'on note E lumineuse, et qu'on la compare à l'énergie électrique E élec et l'énergie thermique E therme produite, on constate qu'elle vérifie l'égalité énergie lumineuse égale énergie électrique plus énergie thermique. Donc, au cours d'une conversion, l'énergie obéit toujours à un principe de conservation. Il est possible de représenter une conversion énergétique par un schéma appelé chaîne énergétique. Dans ce schéma, on note le nom du convertisseur dans une bulle centrale. Une flèche entrant à gauche indique la forme d'énergie avant la conversion, qu'on appelle énergie consommée. Une flèche sortante à droite indique la forme d'énergie utile après conversion. C'est l'énergie qu'on veut utiliser pour réaliser des actions. Une flèche pointant vers le bas indique les pertes d'énergie. Cela correspond à de l'énergie qu'on ne peut pas utiliser pour réaliser des actions utiles, mais qui conduit simplement à une élévation de la température de l'environnement. On parle alors de perte thermique. Dans l'exemple du panneau solaire, l'énergie consommée est l'énergie lumineuse qui vient du soleil. L'énergie utile est l'énergie électrique qui va circuler dans le réseau.
L'énergie perdue, enfin, est de l'énergie thermique, qui échauffe le système. Considérons un autre exemple, celui d'un batteur électrique. Ce qu'on souhaite faire ici, c'est faire tourner les fouets. Donc l'énergie utile va être de l'énergie mécanique. Le batteur doit être branché au secteur, donc l'énergie consommée est de l'énergie électrique. Un moteur à l'intérieur de l'appareil réalise cette conversion entre l'énergie électrique et l'énergie mécanique. L'appareil chauffe toujours pendant son utilisation. Cela correspond aux pertes thermiques. Lorsqu'on réalise une conversion énergétique, on souhaite que l'énergie utile soit la plus grande possible afin de pouvoir réaliser le plus d'actions possible. Le principe de conservation de l'énergie limite cependant la quantité d'énergie utile qu'on peut obtenir. La relation E consommé égale E utile plus E perdu implique en effet que l'énergie utile est nécessairement inférieure à l'énergie consommée. Pour évaluer le pourcentage d'énergie consommée qui a été convertie en énergie utile, on va définir un nombre qui s'appelle le rendement et qui est le rapport entre l'énergie utile et l'énergie consommée. Donc on le note eta, qui est une lettre grecque. Il est sans unité, mais il faut que les deux énergies qu'on utilise dans le calcul soient exprimées dans la même unité. On peut multiplier le rendement par 100 pour obtenir un pourcentage. Si le rendement est proche de 1 ou de 100%, cela signifie que l'énergie utile est du même ordre de grandeur que l'énergie consommée et que les pertes sont faibles. La conversion est considérée comme efficace. Si le rendement est proche de 0, cela signifie que les pertes sont élevées. Le convertisseur ne fait que chauffer au lieu de fournir une énergie utile. Par exemple, un panneau solaire reçoit pendant 1 minute une quantité égale à 11 100 joules d'énergie lumineuse. Il fournit alors une énergie électrique de 1350 joules. On calcule le rendement, donc le rapport 1350 sur 11 100 nous donne 0,12, soit 12%. Donc on peut voir que le rendement du panneau solaire est plutôt faible. Un rendement proche de 1 n'est pas toujours suffisant pour affirmer qu'une conversion est efficace. S'il met plusieurs années pour se réaliser, ce n'est pas forcément intéressant ou très utile. Un autre paramètre doit alors être utilisé afin de caractériser la vitesse à laquelle se produit une conversion. Il s'agit de la puissance. Elle fait intervenir un autre facteur qui est cette fois la durée de la conversion. Si une quantité E d'énergie est convertie pendant la durée ΔT, la puissance de la conversion est donnée par la formule puissance égale énergie divisée par durée de la conversion, ou P égale E sur ΔT. La puissance s'exprime en watts lorsque l'énergie s'exprime en joules et la durée en secondes. Dans ce cas, elle correspond numériquement à la quantité d'énergie convertie pendant une seconde. Par exemple, une conversion de puissance 1000 watts signifie que toutes les secondes, 1000 joules d'énergie sont convertis. Ça signifie qu'au bout de 2 secondes, 2000 joules sont convertis, au bout de 3 secondes, 3000 joules sont convertis, etc., etc. Et de même, pour une conversion de puissance 2000 watts, ça signifie que toutes les secondes, 2000 joules d'énergie sont convertis. Connaissant la puissance d'une conversion et la durée de la conversion, il est ensuite possible de calculer l'énergie totale consommée. E, l'énergie consommée, va être le produit de la puissance par la durée de la conversion. E égale P fois ΔT. E est exprimé en joules si P est en watts et ΔT en secondes. On utilise souvent une autre unité d'énergie que vous avez sans doute déjà rencontrée, qui est le kilowattheure ou le wattheure, qui est 1000 fois plus petit que le kilowattheure. 1 kilowattheure correspond en fait à l'énergie d'un appareil de 1 kW, par exemple, qui convertirait de l'énergie pendant 1 heure, soit 3600 secondes. Si on veut faire la conversion en joules, il faut convertir les puissances en watts et le temps en secondes. Donc 1 kWh égale à 1000 watts fois 3600 secondes, soit 3,6 millions de joules ou 3,6 mégajoules. Pour résumer, donc les notions d'énergie ou de puissance peuvent vous paraître un peu abstraites. Retenez donc qu'il s'agit de grandeurs qui vous permettent de mesurer la quantité d'actions qu'on peut réaliser et la vitesse avec laquelle on peut le faire dans tous les domaines de la physique.
Ce sont des notions très générales. N'importe quel problème physique peut se traduire en termes énergétiques. On parle de différentes formes d'énergie pour distinguer les différents contextes dans lesquels l'énergie est calculée. Il est possible de convertir une forme d'énergie en une autre forme d'énergie plus utile à nos besoins en réalisant des transformations physiques. Plus on veut réaliser de transformations et plus les quantités d'énergie mises en jeu doivent être grandes. Plus on veut réaliser une transformation rapidement, et plus les puissances mises en jeu doivent être grandes. Toute conversion s'accompagne toutefois de pertes thermiques. On essaye donc d'obtenir le rendement le plus proche de 1 possible. Le rendement étant le rapport de l'énergie utile après conversion sur l'énergie consommée avant conversion.